Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilivre, livre audio. Suite. La plus heureuse de ces âmes désolées était Madame Vauquer, qui trônait dans cet hospice libre. Pour elle seule, ce petit jardin que le silence et le froid, le sec et l'humide faisaient vaste comme une steppe, était un riant bocage. Pour elle seule, cette maison jaune et morne, qui sentait le verre de gris au comptoir, avait des délices. Ces cabanons lui appartenaient. Elle nourrissait ses forçats acquis à des peines perpétuelles, en exerçant sur eux une autorité respectée. Où ces pauvres êtres auraient-ils trouvé dans Paris, au prix où elle les donnait, des aliments sains, suffisants, et un appartement qu'ils étaient maîtres de rendre, sinon élégant ou commode, du moins propre et salubre. Se fût-elle permis une injustice criante, la victime l'aurait supportée sans se plaindre. Une réunion semblable devait offrir et offrait en partie les éléments d'une société complète. Parmi les 18 convives, ils se rencontraient, comme dans les collèges, comme dans le monde, une pauvre créature rebutée, un souffre-douleur, sur qui pleuvaient les plaisanteries. Au commencement de la seconde année, cette figure devint pour Eugène de Rastignac la plus saillante de toutes celles au milieu desquelles il était condamné à vivre encore pendant 2 ans. Ce pâtiras était l'ancien vermicelier, le père Goriot, sur la tête duquel un peintre aurait, comme l'historien, fait tomber toute la lumière du tableau. Par quel hasard ce mépris, à demi haineux, cette persécution mélangée de pitié, ce non-respect du malheur avait-il frappé le plus ancien pensionnaire? Y avait-il donné lieu par quelques-uns de ces ridicules ou de ces bizarreries que l'on pardonne moins qu'on ne pardonne des vices? Ces questions tiennent de près à bien des injustices sociales. Peut-être est-il dans la nature humaine de tout faire supporter à qui souffre tout par humilité vraie, par faiblesse ou par indifférence. N'aimons-nous pas tous approuver notre force aux dépens de quelqu'un ou de quelque chose? L'être le plus débile, le gamin, sonne à toutes les portes quand il gèle, ou se hisse pour écrire son nom sur un monument vierge. Le père Goriot, vieillard de 69 ans environ, s'était retiré chez Madame Vauquer en 1813, après avoir quitté les affaires. Il y avait d'abord pris l'appartement occupé par Madame Couture et donné alors 1200 francs de pension. En homme pour qui 5 louis de plus ou de moins était une bagatelle. Madame Vauquer avait rafraîchi les 3 chambres de cet appartement, moyennant une indemnité préalable qui paya, dit-on, la valeur d'un méchant ameublement composé de rideaux en calicot jaune, de fauteuils en bois verni couverts en velours d'Utrecht, de quelques peintures à colle et de papier que refusaient les cabarets de la banlieue. Peut-être l'insouciante générosité que mit à se laisser attraper le père Goriot, qui vers cette époque était respectueusement nommé Monsieur Goriot, le fit-elle considérer comme un imbécile, qui ne connaissait rien aux affaires. Goriot vint muni d'une garde-robe bien fournie, le trousseau magnifique du négociant, qui ne se refuse rien en se retirant du commerce. Madame Vauquer avait admiré 18 chemises de demi-Hollande, dont la finesse était d'autant plus remarquable que le vermicelier portait sur son jabot dormant 2 épingles unies par une chaînette, et dont chacune était montée d'un gros diamant. Habituellement vêtu d'un habit bleu barbeau, il prenait chaque jour un gilet de piqué blanc, sous lequel fluctuait son ventre piriforme et proéminent, qui faisait rebondir une lourde chaîne d'or garnie de breloques. Sa tabatière, également en or, contenait un médaillon plein de cheveux, qui le rendait en apparence coupable de quelque bonne fortune. Lorsque son hôte l'accusa d'être un galantin, il laissa errer sur ses lèvres le gai sourire du bourgeois, dont on a flatté le dada. Ses armoires, il prononçait ce mot à la manière du menu peuple, furent remplies par la nombreuse argenterie de son ménage. Les yeux de la veuve s'allumèrent quand elle l'aida complaisamment à déballer et ranger les louches, les cuillères à ragoût, les couverts, les huiliers, les saucières, plusieurs plats, des déjeuners en vermeil, enfin des pièces plus ou moins belles, pesant un certain nombre de marques.
et dont il ne voulait pas se défaire. Ces cadeaux lui rappelaient les solennités de sa vie domestique. Ceci, dit-il à madame Vauquer, en serrant un plat et une petite écuelle dont le couvercle représentait 2 tourterelles qui se becquetaient, est le premier présent que m'a fait ma femme, le jour de notre anniversaire. Pauvre bonne, elle y avait consacré ses économies de demoiselle. Voyez-vous, madame, j'aimerais mieux gratter la terre avec mes ongles que me séparer de cela. Dieu merci, je pourrais prendre dans cette écuelle mon café tous les matins durant le reste de mes jours. Je ne suis pas à plaindre. J'ai sur la planche du pain de cuit pour longtemps. Enfin, madame Vauquer avait bien vu, de son œil de pie, quelques inscriptions sur le grand livre, qui, vaguement additionnées, pouvaient faire à cet excellent Goriot un revenu d'environ 8 à 10 000 francs. Dès ce jour, madame Vauquer, née de Conflans, qui avait alors 48 ans effectifs et n'en acceptait que 39, eut des idées. Quoique le larmier des yeux de Goriot fût retourné, gonflé, pendant, ce qui l'obligeait à les essuyer assez fréquemment, elle lui trouva l'air agréable et comme il faut. D'ailleurs, son mollet charnu, saillant, pronostiquait autant que son long nez carré. Des qualités morales auxquelles paraissait tenir la veuve et que confirmait la face lunaire et naïvement niaise du bonhomme. Ce devait être une bête solidement bâtie, capable de dépenser tout son esprit en sentiments. Ses cheveux en ailes de pigeon, que le coiffeur de l'école polytechnique vint lui poudrer tous les matins, dessinaient 5 pointes sur son front bas et décoraient bien sa figure. Quoiqu'un peu rusteau, il était si bien tiré à 4 épingles, il prenait si richement son tabac, il le humait en homme si sûr de toujours avoir sa tabatière pleine de Macuba, que le jour où M. Goriot s'installa chez elle, madame Vauquer se coucha le soir en rôtissant, comme une perdrix dans sa barbe, au feu du désir qui la saisit de quitter le suaire du Vauquer pour renaître en Goriot, se marier, vendre sa pension, donner le bras à cette fine fleur de bourgeoisie, devenir une dame notable dans le quartier, y guetter pour les indigents, faire de petites parties le dimanche à Choisy, Soissy, Gentilly, aller au spectacle à sa guise, en loge, sans attendre les billets d'auteur que lui donnaient quelques-uns de ses pensionnaires, au mois de juillet. Elle rêva tout l'Eldorado des petits ménages parisiens. Elle n'avait avoué à personne qu'elle possédait 40 000 francs, amassés sou à sou. Certes, elle se croyait sous le rapport de la fortune un parti sortable. Quant au reste, je vaux bien le bonhomme, se dit-elle en se retournant dans son lit, comme pour s'attester à elle-même des charmes que la grosse Sylvie trouvait chaque matin moulés en creux. Dès ce jour, pendant environ 3 mois, la veuve Vauquer profita du coiffeur de M. Goriot et fit quelques frais de toilette, excusés par la nécessité de donner à sa maison un certain décorum en harmonie avec les personnes honorables qui la fréquentaient. Elle s'intrigua beaucoup pour changer le personnel de ses pensionnaires, en affichant la prétention de n'accepter désormais que les gens les plus distingués sous tous les rapports. Un étranger se présentait-il, elle lui vantait la préférence que M. Goriot, un des négociants les plus notables et les plus respectables de Paris, lui avait accordée. Elle distribua des prospectus, en tête desquels se lisait Maison Vauquer. C'était, disait-elle, une des plus anciennes et des plus estimées pensions bourgeoises du pays latin. Il y existait une vue des plus agréables sur la vallée des Gobelins, on l'apercevait du 3e étage, et un joli jardin, au bout duquel s'étendait une allée de tilleuls. Elle y parlait du bon air et de la solitude. Ce prospectus lui amena madame la comtesse de Lambert-Ménil, femme de 36 ans qui attendait la fin de la liquidation et le règlement d'une pension qui lui était due en qualité de veuve d'un général mort sur les champs de bataille. Madame Vauquer soigna sa table, fit du feu dans les salons pendant près de 6 mois, et tint si bien les promesses de son prospectus qu'elle y mit du sien. Aussi la comtesse disait-elle à madame Vauquer, en l'appelant chère amie, qu'elle lui procurerait la baronne de Vaumerland et la veuve du colonel comte Piquoiseau, 2 de ses amis,
qui achevaient au Marais leur terme dans une pension plus coûteuse que ne l'était la maison Vauquer. Ces dames seraient d'ailleurs fort à leur aise quand les bureaux de la guerre auraient fini leur travail. Mais, disait-elle, les bureaux ne terminent rien. Les deux veuves montaient ensemble après le dîner dans la chambre de madame Vauquier, et y faisaient de petites causettes en buvant du cassis et mangeant des friandises réservées pour la bouche de la maîtresse. Madame de Lambermesnil approuva beaucoup les vues de son hôtesse sur le Gorillot, vues excellentes, qu'elle avait d'ailleurs devinées dès le premier jour. Elle le trouvait un homme parfait. Ah, ma chère dame, un homme sain, comme mon œil, lui disait la veuve, un homme parfaitement conservé et qui peut donner encore bien de l'agrément à une femme. La comtesse fit généreusement des observations à madame Vauquier sur sa mise, qui n'était pas en harmonie avec ses prétentions. « Il faut vous mettre sur le pied de guerre, lui dit-elle. Après bien des calculs, les deux veuves allèrent ensemble au Palais Royal, où elles achetèrent aux Galeries de Bois un chapeau à plumes et un bonnet. La comtesse entraîna son amie au magasin de la petite Jeannette, où elles choisirent une robe et une écharpe. Quand ces munitions furent employées et que la veuve fut sous les armes, elle ressembla parfaitement à l'enseigne du bœuf à la mode. Néanmoins, elle se trouva si changée à son avantage qu'elle se crut l'obligée de la comtesse, et quoique peu donnante, elle pria d'accepter un chapeau de 20 francs. Elle comptait à la vérité lui demander le service de sonder Gorillot et de la faire valoir auprès de lui. Madame de Lambermesnil se prêta fort amicalement à ce manège, et cerna le vieux vermicellier avec lequel elle réussit à avoir une conférence. Mais après l'avoir trouvé pudibond, pour ne pas dire réfractaire aux tentatives que lui suggéra son désir particulier de le séduire pour son propre compte, elle sortit révoltée de sa grossièreté. « Mon ange, dit-elle à sa chère amie, vous ne tirerez rien de cet homme-là. Il est ridiculement défiant. C'est un grippe-sou, une bête, un sot, qui ne vous causera que du désagrément.